Tu te trouves à bord d'un vaisseau qui traverse l'espace à une vitesse de 290 000 km par seconde, soit quasiment la vitesse de la lumière. Mets-toi à l'aise car le voyage va être long. Il durera un peu plus de 90 ans. Il est préférable d'utiliser une capsule cryogénique pour ne pas s'ennuyer. En bref, tu dois voler pendant près d'un siècle à la vitesse de la lumière pour atteindre une mystérieuse exoplanète que les scientifiques ont récemment découverte. Ils ont trouvé de nombreuses planètes ces dernières années, mais celle-ci peut aider à la recherche de vie extraterrestre. La planète ressemble à une boule bleu foncé et porte un nom technique complexe composé de lettres et de chiffres. Elle a la taille de Neptune et orbite autour d'une petite étoile de classe M, ou en termes simples, autour d'une naine rouge. La planète est 8 fois plus proche de son étoile que la Terre ne l'est du Soleil, mais cela ne signifie pas que des couches ardentes de magma en recouvrent la surface. La température sur cette exoplanète est plutôt basse et similaire à celle de la Terre. C'est parce que la naine rouge n'est pas aussi chaude que notre Soleil. Mais le plus excitant, c'est que l'atmosphère de cet objet spatial est composée de vapeur d'eau, ou d'hélium hydrogène. Les scientifiques n'en sont pas sûrs, c'est pourquoi ils l'observent activement. Mais s'il y a de l'eau dans son atmosphère, alors la vie pourrait y exister. Il est peu probable que nous y découvrions de grandes créatures, mais même des bactéries microscopiques feraient sensation. Une autre raison pour laquelle les scientifiques gardent les yeux rivés sur cette planète est son origine. S'ils découvrent de quoi est faite l'atmosphère de la planète, ils comprendront comment de tels objets peuvent se former autour des naines rouges. Ce sera une autre petite brique dans notre compréhension du fonctionnement de l'univers. Même s'ils découvrent la vie sur cette étrange planète, il sera impossible de la transporter de là-bas jusqu'à nous pour l'étudier. Heureusement, il y a un autre objet massif près de la Terre où les microbes peuvent vivre. Et il est situé à l'intérieur de notre système solaire. En 2020, les scientifiques ont détecté une étrange substance gazeuse dans l'atmosphère de Vénus. Il s'agissait de résidus chimiques de phosphine. C'est une découverte importante car la phosphine existe sur Terre près de certains microbes. On a par exemple récemment découvert de la phosphine dans le corps des pingouins. De nombreuses personnes ont commencé à émettre des théories selon lesquelles ces animaux nous seraient venus de Vénus. Mais bien sûr, c'est assez éloigné de la vérité. On peut aussi trouver cette substance dans les marécages et la boue. Ce fut donc une grande surprise lorsqu'ils ont trouvé des résidus de phosphine sur une autre planète. Étrange car la vie à la surface de Vénus ne peut très probablement pas exister. La température et la pression sur cette planète sont tout simplement trop élevées. Pourtant, haut dans le ciel de Vénus, les conditions ne sont pas si terribles. Peut-être que certains microbes y vivent, mais les scientifiques savent aussi que des volcans y entrent souvent en éruption. Une trace chimique de phosphine peut apparaître à la suite de ces éruptions. Si c'est la véritable raison de l'apparition de cette phosphine, ils ne trouveront probablement aucune trace de vie. Toutefois, ils dépensent beaucoup d'argent à l'étude de cette planète. Mais revenons à l'espace profond. Au cours des 20 dernières années, les scientifiques ont découvert une quantité d'exoplanètes, à la fois loin et pas très loin de nous. Certaines d'entre elles orbitent autour de naines ou de grosses étoiles, mais d'autres sont entièrement seules. Elles n'appartiennent à l'orbite d'aucune étoile. Elles sont abandonnées là, dans l'espace vide et froid. Un autre élément intrigant est que les scientifiques n'ont pas encore trouvé de système planétaire similaire à notre système solaire. Toutes les exoplanètes lointaines sont situées à des distances différentes de leur étoile. Leur taille et leur masse ne sont pas semblables à celles de nos planètes. Nous les appelons exoplanètes car elles se trouvent au-delà de notre système solaire. Les super-terres sont un autre type d'objets spatiaux fascinants. Si une planète pèse de 2 à 10 masses terrestres, est 2 fois plus grosse et reçoit de l'énergie d'une étoile, on la qualifie de super-terre, sans plus de similitude avec notre maison. Une super-terre peut être composée de gaz, de roches, d'eau, de glace, de feu, d'acide, de verre ou de diamants. Les scientifiques n'ont pas encore trouvé de super-terre possédant des conditions idéales pour les humains. Non pas parce que toutes les planètes sont hostiles à la vie, mais parce que notre corps a évolué et s'est adapté à la Terre spécifiquement. Nous ne savons pas grand-chose des super-terres. Elles contiennent une quantité colossale d'énergie à cause de leur énorme masse. Et cette énergie est libérée. Par conséquent, des éruptions volcaniques et des tremblements de terre se produisent fréquemment sur nombre de ces planètes. Des orages s'y produisent aussi presque tous les jours. Et d'ailleurs, une journée là-bas excède plusieurs fois la durée de notre journée de 24 heures. Imaginons que tu sois à nouveau dans le vaisseau spatial, en route vers une super-terre. La voilà, massive, orange, majestueuse.
Tu enfiles une combinaison spatiale, tu montes dans une capsule et tu changes d'avis. La planète entière ressemble à une boule ardente en ébullition. S'il y a de la vie, ce doit être des créatures invulnérables. Or, tu ne l'es pas vraiment, alors tu poursuis ton chemin pour chercher une autre super-Terre. À quelques années-lumière de là, cette boule géante semble être un endroit accueillant. Mais attends, cette planète est située très loin de son étoile. La température y est si basse que même les molécules gèlent. L'Antarctique ressemble à un désert torride comparé à cette super-Terre. Tu continues ton voyage et tu trouves enfin l'endroit parfait. Celle-ci est 3 fois plus lourde et 2 fois plus grande en taille que la Terre. Elle est composée de roches, de gaz et peut-être d'eau. Tu descends sur la planète à bord de ta capsule de transport, tu ouvres la porte et tu fais un pas. Tes jambes sont trop lourdes, tout ton corps a pris du poids. Tu as l'impression de porter un énorme sac de briques sur ton dos. Tu ne peux même pas marcher sur quelques mètres. Et la raison de ce phénomène est la gravité. Plus le poids de la super-Terre est élevé, plus sa force gravitationnelle est grande. Tu es pressé contre le sol et tes muscles sont trop faibles pour cela. De plus, la gravité accrue provoque des fluctuations actives des plaques tectoniques. Des tremblements de terre et des glissements de terrain se produisent assez souvent sur cette planète. La surface rocheuse est en constante évolution. Pour vivre sur une telle planète, tu devrais développer une nouvelle technologie pour construire des maisons. Tu remontes dans la capsule et tu t'envoles, mais pas trop loin. La gravité de la planète ne permet pas à ton vaisseau de s'élever haut dans le ciel. C'est comme si des cordes te tiraient vers le bas. Tu utilises tout le carburant restant pour vaincre la gravité et aller au-delà de l'atmosphère. Un autre problème avec ces mondes est celui des météorites. La gravité attire non seulement ton vaisseau, mais aussi les gros objets spatiaux qui passent à proximité. Un astéroïde géant peut dévier de sa route à cause de l'attraction de la super-Terre. Il peut s'abattre sur la planète sous la forme d'une pluie de météorites. Or, la vitesse de chute est aussi plus rapide, donc la destruction sera d'autant plus massive. Mais la pire chose qui puisse arriver à la super-Terre est l'arrêt total de son noyau, causé par une trop forte pression. Des centaines de milliards de tonnes de roches solides peuvent comprimer le cœur de la planète. Or, le noyau doit toujours être en mouvement pour remplir sa fonction principale, faire fonctionner le champ magnétique. Les tempêtes solaires et les radiations cosmiques peuvent créer de graves problèmes pour toute vie à la surface. Sur Terre, ces tempêtes perturbent le fonctionnement de l'électronique et affectent la santé humaine. Cela se produit même si de petits trous apparaissent dans le champ magnétique. Et que se passera-t-il si toute la protection disparaît ? L'énergie de l'étoile la plus proche et les radiations de l'espace lointain balayeront rapidement la super-Terre et rendront impossible le développement de la vie. Tous ces imprévus peuvent arriver à une super-Terre remplissant les conditions idéales pour vivre, et une telle planète est une rareté. La plupart des super-Terres ont des surfaces et des atmosphères aux conditions dantesques. Il existe une planète où l'air est si chaud qu'il peut évaporer les métaux. Le vent ardent divise simplement toute substance solide en molécules. Une telle super-Terre ressemble plus à une étoile qu'à une planète ordinaire. Il existe aussi une autre super-Terre entièrement recouverte d'eau. Tu n'y trouveras pas un seul morceau de terre ferme. L'océan inonderait n'importe quelle île en une seconde. Et sous l'eau, il y a des volcans. Ils entrent en éruption presque toutes les heures, libérant des milliards de tonnes de magma. À cause de son poids important, la planète est légèrement inclinée. Lorsqu'elle tourne autour de son axe, l'eau se dirige d'un côté à l'autre. Cela crée d'énormes tsunamis plus grands que le mont Everest. Et que penses-tu d'une super-Terre où il pleut des diamants ou de l'acide sulfurique ? La surface d'un autre monde lointain est balayée par des vents composés de verre. Comme il y a beaucoup de feu et de sable, lorsque l'air chaud brûle ces particules de silice, elles se transforment en verre. Parmi toutes ces planètes, la nôtre semble donc être un petit paradis. Mais peut-être que pour certains organismes étranges, vivant à l'autre bout de la galaxie, la Terre peut sembler être un monde terriblement hostile. À ce jour, la seule vie dont nous soyons certains de l'existence, dans l'univers tout entier, se trouve sur la planète Terre. Que cette vie soit intelligente est, disons, discutable. Quoi qu'il en soit, il n'est pas surprenant que nous recherchions inlassablement la vie sur d'autres planètes. Jusqu'à présent, on en a découvert plus de 4000. Mais ce qui est plus impressionnant encore, c'est que la NASA a compilé une nouvelle liste de 24 planètes qui ne sont pas seulement semblables à la Terre, elles seraient meilleures que notre planète natale. Les conditions y sont si bonnes qu'elles seraient plus confortables que chez nous. Examinons quelques-unes d'entre elles. KOI 5715.01. Cette merveilleuse planète se trouve dans la constellation du Cygne.
Et pourquoi est-elle si merveilleuse ? Eh bien, notre Soleil est une naine jaune. Or, même s'il n'est pas si mauvais pour entretenir la vie, certaines étoiles le font mieux. La planète KOI 5715.01 est en orbite près d'une naine orange. Les naines oranges sont des étoiles légèrement plus petites que notre Soleil, avec une luminosité un peu plus faible. Cela ne veut pas dire que nous allons vivre dans une obscurité totale. En fait, si la planète se trouve plus près du Soleil et qu'elle a une atmosphère plus épaisse, elle pourrait même être plus claire et plus colorée que la Terre. Notre Soleil a une espérance de vie très courte. Actuellement, il ne lui reste plus que 7 à 8 milliards d'années à vivre, soit un peu plus que l'âge de la Terre. Les naines oranges, quant à elles, peuvent vivre 45 à 70 milliards d'années. Donc, non seulement nous pourrons traîner plus longtemps sur cette planète, mais les planètes autour de ces étoiles ont plus de temps pour développer la vie. Dans l'idéal, il faudrait trouver une planète à côté d'une naine orange et âgée d'environ 7 milliards d'années. Il est très probable qu'il y ait au moins quelques organismes là-bas. KOI 5715.01 a environ 5,5 milliards d'années. Certes, elle ne semble peut-être pas assez mature, mais ce n'est pas si grave. Notre Terre est 1 milliard d'années plus jeune, et ça ne nous a pas arrêtés. La planète est assez proche de son étoile et se trouve dans une zone habitable. Une année là-bas dure 190 jours. Imagine que tu ailles encore à l'école primaire et que tu aies déjà ton permis de conduire. Elle est presque 2 fois plus grande que la Terre. La température y est de 11 degrés, ce qui est légèrement inférieur à la nôtre, 14 degrés. Mais il fait probablement plus chaud là-bas, car la forte gravité l'aide à conserver plus longtemps la chaleur dans son atmosphère. Le problème, c'est qu'elle est un peu loin, à 3000 années-lumière de la Terre précisément, ce qui fait environ 29 milliards de kilomètres. Donc, n'oublie pas ton pique-nique. Maintenant, la planète KOI 3010.01 se trouve à côté de l'étoile KOI 2010. Et elle semble être un monde bien agréable. La température moyenne sur cette planète est de 19 degrés. Elle est donc un peu plus chaude que la nôtre. Mais c'est une bonne chose. Les scientifiques pensent que sur une planète parfaite, la température devrait être d'environ 5 degrés plus chaude que sur Terre. Plus il y a de chaleur sur la planète, plus il est confortable d'y vivre. Et aussi, plus les chances de développer la vie sont élevées. Le rayon de cette planète est presque 1,5 fois plus grand que celui de la Terre. Il y a une certaine atmosphère, bien que nous ne soyons pas encore sûrs de sa composition, mais elle est probablement similaire à celle de la Terre. Les scientifiques pensent que nous y trouverons un océan et qu'il peut couvrir jusqu'à 60% de la surface. Or, dans un monde parfait, l'eau et la terre devraient être réparties de façon plus égale que sur notre planète. Un peu plus de terre signifie un peu plus de territoire et de ressources. Cette planète est en fait très similaire à la Terre. La ressemblance est si frappante que les scientifiques pensent que nous avons 84% de chances d'y trouver de la vie. Bien sûr, pas forcément une forme de vie intelligente, mais au moins quelques animaux. Génial, non ? À quoi penses-tu qu'il pourrait ressembler ? Une planète très semblable à la Terre, mais avec une gravité plus forte. Si un animal y vit, il est probablement trapu avec de petites pattes très puissantes, ce qui est à la fois adorable et effrayant. Mais nous ne pourrons pas découvrir la vérité de sitôt. Jusqu'à présent, pour nous, ces planètes sont des points microscopiques dans l'espace. Nous n'avons que quelques données ennuyeuses à leur sujet, et nous ne savons pas à quoi elles ressemblent. Nous devrons attendre de trouver un moyen de nous rapprocher de ces planètes. Kepler 186f est aussi l'une des candidates les plus sérieuses pour abriter la vie. Cette planète plutôt mignonne a été surnommée la cousine de la Terre, car elle lui ressemble fortement. Ces deux planètes sont en effet comme des sœurs, mais pas vraiment jumelles. Kepler 186f tourne autour d'une naine rouge. Les naines rouges sont des étoiles encore plus ternes et plus petites que les naines oranges. Elles vivent aussi très très longtemps, mais leur luminosité est très faible. Cependant, Kepler 186f est plus proche de son étoile que nous ne le sommes de notre Soleil. Alors, il ne devrait pas faire trop sombre là-bas. En tout cas, pas une nuit perpétuelle. Le ciel de cette planète sera certainement d'une nuance de rouge inhabituelle, comme les couchers de soleil sur Terre. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu aimerais vivre sur une planète avec un coucher de soleil éternel ? La taille de cette planète est à peu près la même que celle de la Terre. Pas mal, mais pas parfait. Pourquoi ? Parce que les planètes les plus adéquates sont celles qui sont plus grandes que la Terre et qui ont une gravité plus forte. Tu te dis probablement, mais ne sera-t-il pas plus facile d'y marcher et encore plus difficile de sortir du lit le lundi matin ? Certes,
Mais d'un autre côté, cette planète attirera mieux l'atmosphère, qui sera plus épaisse et plus dense. Cela signifie plus de protection contre les dangers de l'espace, plus d'oxygène et plus de chaleur. Sans oublier le fait que les plus grosses planètes offrent plus d'espace pour s'installer. Génial, non? Mais bien sûr, la taille de la Terre est aussi très bien adaptée. Un autre fait intéressant est que l'inclinaison de Kepler 186f est à peu près la même que la nôtre. Cela signifie qu'il devrait y avoir des saisons stables et un cycle jour-nuit normal. Sais-tu à quel point l'inclinaison de la planète est importante? Regardons Mars. Elle se trouve aussi dans la zone habitable de notre Soleil. Mais son inclinaison est très instable. Et par conséquent, tout l'océan qui aurait pu s'y trouver autrefois s'est maintenant complètement asséché. Aujourd'hui, ce n'est qu'un désert rouge et il n'y a pas de vie. Du moins, pas à notre connaissance. Mais tu vois à quel point ces petits détails sont importants? Cette planète est aussi très éloignée de nous, 490 années-lumière. Cela fait environ 5 milliards de kilomètres. Donc, là aussi, nous allons devoir attendre le voyage intergalactique. Kepler 62e et Kepler 62f étaient appelés les plus semblables à la Terre avant que nous ne découvrions Kepler 186f. Elles sont très comparables à notre planète. Kepler 62e est environ 1,5 fois plus grande que la Terre, et Kepler 62f est à peine plus petite que cela. Elles sont situées dans la constellation de la Lyre à environ 1200 années-lumière de nous. Elles sont toutes deux en orbite autour d'une naine rouge. Une année sur Kepler 62e dure environ 122 jours, encore moins que sur la première planète dont nous avons parlé. Les scientifiques pensent que 62e et 62f sont toutes deux des sortes de mondes d'eau, des endroits principalement, voire complètement, chauds et recouverts d'eau. S'il y a des terres là-bas, ce ne sont probablement que des îles. Un monde entièrement constitué d'îles. Un rêve pour certains et un cauchemar pour d'autres. Mais si tu es un fan des animaux marins anciens, imagine à quel point ils pourraient être gigantesques là-bas. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur cette planète. A-t-elle une surface? Quelle est sa composition? Sa densité? Un jour, nous pourrons peut-être répondre à ces questions. Voilà, c'est tout pour les super-terres. Bien sûr, la liste originale est bien plus longue, et tu peux aller la consulter sur Internet. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ce sont des planètes qui sont meilleures que la Terre. Mais nous connaissons aussi des milliers d'autres exoplanètes qui sont juste assez proches de la nôtre. Et il y a de fortes chances que quelques-unes d'entre elles abritent au moins une forme de vie. Mais elles se trouvent très très loin, alors nous n'avons aucun moyen de le vérifier pour le moment. Peut-être qu'un jour, nous trouverons des créatures sympas sur plusieurs d'entre elles. Que se passerait-il si notre planète se divisait en deux parties distinctes, l'une entièrement constituée de terre et l'autre d'eau? Pourrions-nous survivre à l'une d'entre elles? Et comment? Eh bien, aujourd'hui, tu as de la chance car je vais répondre à cette brûlante question. Alors, imaginons que notre Terre s'est divisée en deux planètes et qu'elles partagent la même orbite. Appelons ces planètes hypothétiques le rocher et le globe d'eau. Je sais, pas très original. Bref, commençons par le rocher, car il est beaucoup plus facile de l'imaginer. Il suffit de se demander, que se passerait-il si tous les océans de la Terre s'asséchaient soudainement? Nous savons qu'il n'y a pas de vie sans eau. Elle couvre 70% de la surface de notre planète. Il y a tellement d'eau que même si tous les océans et les mers disparaissaient, il en resterait encore, dans les nappes souterraines, les rivières, etc. Mais malheureusement, ce ne serait pas suffisant pour que nous puissions survivre. Toutes les créatures marines disparaîtraient. Après un certain temps, tous les autres animaux, les plantes et aussi bien sûr les humains, subiraient le même sort. Les forêts complètement asséchées s'enflammeraient tôt ou tard et brûleraient jusqu'à ce que tout ne soit plus que cendres. Mais bon, ce ne serait peut-être pas si grave. La vie pourrait toujours exister, sous une certaine forme. Certaines bactéries sont encore plus résistantes que les cafards. Elles sont capables de survivre dans les conditions les plus défavorables. Par exemple, les extrémophiles sont déjà en mesure de vivre sans eau. Ces petits gars peuvent survivre dans un environnement incroyablement chaud ou acide, sans eau ni lumière du soleil. Sans eux, notre rocher deviendrait une planète vide et sans vie. Mais qui sait, peut-être qu'un jour les extrémophiles évolueront vers des formes hyper cool qui pourront survivre dans n'importe quel environnement. Mais pour l'instant, notre rocher est juste un rocher flottant en gros. Pardon ?
Tu imaginais un désert aride ou une steppe brûlante? Surprise, surprise! Cette planète est en fait extrêmement froide. Tu vois, sans eau, il n'y aurait pas d'atmosphère. L'atmosphère est constituée d'une concentration de divers gaz, dont l'hydrogène et l'oxygène. Un peu d'ash et un peu d'eau. Tu sais sans doute où je veux en venir, n'est-ce pas? Je le savais. En gros, pas d'eau, pas d'atmosphère. Et comme c'est l'atmosphère qui conserve toute la chaleur dont nous avons besoin, la planète serait très froide sans elle. Le contraste entre les endroits froids et moins froids deviendrait également très net. Tu vois, l'eau est essentiellement un stabilisateur de climat. Les océans absorbent presque toute la chaleur que nous envoie notre Soleil. Ils la répartissent uniformément sur la Terre et ainsi, celle-ci n'est ni trop chaude ni trop froide. Donc, sans eau, le rocher se transformerait progressivement en un désert froid. La température moyenne sur cette planète serait d'environ moins 73 degrés Celsius. Aux deux pôles, la température serait extrêmement basse, environ moins 184 degrés Celsius. Et même dans les endroits les plus chauds, elle ne dépasserait pas les moins 6 degrés Celsius. Ces endroits chauds, ce seraient nos anciens océans. Leur profondeur desséchée serait située beaucoup plus près du noyau de la planète. Attends, j'espère que tu n'imagines pas non plus cette planète toute couverte de neige. Nous n'avons pas d'eau du tout, tu te souviens? C'est juste un rocher très froid. À ce stade, nous n'avons là qu'une version plus grande et plus brune de la Lune. La Lune est un morceau de terre sans eau, après tout. Eh mais qu'en est-il des volcans? Ils représentent notre dernier espoir de chaleur, n'est-ce pas? Malheureusement, l'activité volcanique diminue à cause du manque d'eau. Comme tu le sais peut-être, les volcans et leurs éruptions doivent leur origine à la collision de deux plaques tectoniques, la plaque océanique et la plaque continentale. Le poids de l'eau fait pression sur les plaques océaniques. Elles passent au-dessous des plaques continentales et forment les volcans. Donc sans l'eau pour faire pression, pas de volcan non plus. L'activité volcanique diminue donc considérablement. Le rocher serait une planète pleine de montagnes incroyablement hautes et nombreuses. Et chaque fois que les plaques tectoniques entrent en collision, elles formeraient de nouvelles montagnes et de nouvelles fosses. Certaines d'entre elles extrêmement profondes, comme la célèbre fosse des Mariannes. Je préviendrai bien les gens à faire attention à ne pas tomber, mais comme il n'y a plus personne... De plus, la météo, c'est fini. Sans eau, il n'y a plus de neige, de glace ou de pluie. Il n'y a même plus de nuages. Le vent soufflerait probablement assez fort cependant. Voilà le destin de la planète Rocher. Pas très reluisant tout ça. Alors, allons voir comment se porte notre globe d'eau. Il y a plusieurs milliards d'années, notre Terre était en fait entièrement recouverte d'eau. Puis, il y a environ 1 milliard d'années, le niveau de la mer a baissé. La matière terrestre est apparue. Cela a changé l'atmosphère de notre planète pour toujours. Et c'est ainsi que la vie est née. Mais que se passerait-il si elle revenait à son état d'origine? Je vais vous le dire. Pour répondre à cette question, nous devons d'abord en savoir plus sur les planètes océaniques. Alors, à quoi ça ressemble au juste? Ah, désolé, j'avais oublié. Nous n'en avons aucune idée. Nous n'avons pas trouvé de planètes de ce type car elles sont incroyablement rares. Je veux dire, il y a bien une planète de la constellation Ophiuchus que l'on pourrait définir comme une planète océan, mais je ne vais pas me risquer à prononcer son nom. Cependant, elle n'a pas grand-chose à voir avec ce que tu t'imagines probablement. L'eau qui s'y trouve est très étrange, c'est du jamais vu. Les scientifiques ont appelé ça de la glace chaude ou de l'eau super liquide, et c'est absolument unique selon nos connaissances actuelles. En général, cependant, les véritables planètes océaniques sont très difficiles à trouver pour diverses raisons. Ces planètes nécessitent des températures et une pression bien spécifiques. Mais bon, hypothétiquement, à quoi ressemblerait une telle planète? Tout d'abord, bien sûr, elle ne pourrait pas être entièrement composée d'eau. J'espère que tu ne t'imaginais pas une gigantesque boule d'eau tournant autour d'une étoile. Il lui faudrait quand même un noyau, ainsi que des fondations de base. Alors, imaginons que toute l'eau de l'ancienne Terre se soit mélangée et forme désormais un immense et unique océan salé. Un véritable rêve pour les créatures marines. Mais pas pour le reste d'entre nous. Les seuls animaux qui pourraient survivre dans cette situation, à part les poissons, sont probablement les oiseaux qui peuvent nager et se nourrir de poissons. Je pense que même si le niveau des mers augmentait considérablement, il resterait au moins quelques îlots à la surface. Ces îles seraient les sommets de nos anciennes montagnes, par exemple celui du mont Everest. Donc si ces oiseaux y construisaient leur nid, ils pourraient peut-être survivre pendant un certain temps. Mais toi et moi, que deviendrions-nous ?
Eh bien, il nous resterait une chance en nous préparant à ce déluge énorme. Nous pourrions trouver refuge dans des sous-marins géants ou sur des bateaux gigantesques. Nous pourrions faire pousser de la nourriture à bord et pêcher dans l'océan. Mais sur les îles Everest, il serait peu probable que nous tenions longtemps. En cas d'accident, si nous n'avions nulle part où accoster, comment effectuer les réparations nécessaires ? Malheureusement, nous n'aurions plus d'eau potable. Elle viendrait de l'eau de pluie ou du filtrage de l'eau de mer. Il nous faudrait donc la stocker quelque part. Et tous ces récipients prendraient énormément de place et seraient extrêmement lourds. Mais de manière générale, ce globe d'eau ne serait pas un si mauvais endroit. Il y ferait assez chaud, la température moyenne y serait d'environ 10 degrés Celsius et l'écart entre les températures les plus basses et les plus hautes serait infime. De moins 29 degrés Celsius au pôle à 21 degrés Celsius à l'équateur. Comparé à la planète Rocher, ce n'est pas mal du tout. Le globe d'eau serait également légèrement plus grand que la Terre en termes de rayon en raison du volume de l'eau. Mais la densité de cette planète serait au contraire assez faible. La gravité pourrait elle aussi être un peu plus faible. Maintenant, en ce qui concerne les deux planètes, si nous les placions sur l'orbite de la Terre, après un certain temps, elles s'éloigneraient encore plus l'une de l'autre et suivraient des trajectoires différentes. Elles s'aligneraient pour ne pas entrer en collision l'une avec l'autre. Sur l'une d'elles, l'année durerait 12 mois et sur l'autre, 10 ou 11. Et c'est à peu près tout.